Salut, c'est Léa, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du postpartum. Qu'est-ce que c'est que le postpartum? Le postpartum, c'est la période après l'accouchement qui est assez complexe physiquement et émotionnellement. Donc ça a déjà été les montagnes russes pendant 9 mois. Ensuite, il y a l'accouchement qui est plutôt sportif et une fois que vous avez accouché, ça continue. C'est pourquoi on peut même appeler le postpartum le 4e trimestre. C'est parti. Premier aspect du postpartum que je vais aborder, c'est les lochis. Les lochis, c'est les saignements qui apparaissent après l'accouchement. En gros, c'est des règles non-stop pendant plusieurs semaines sans la douleur des règles, à part les tranchées quand même. Les tranchées, c'est les contractions de l'utérus qui lui permettent de retrouver sa taille initiale parce qu'il a grossi pendant la grossesse et après l'accouchement, il se rétracte. C'est plus ou moins douloureux selon que vous allaitez ou pas, selon le nombre d'enfants que vous avez déjà eu. C'est plus douloureux après chaque accouchement. Donc les lochis, ça peut durer entre 2 à 8 semaines. Là encore, la durée va varier selon que vous allaitez ou pas. Moi pour ma part ça a duré 8 bonnes semaines à cause de l'allaitement. Pendant les lochis, il est recommandé de privilégier les serviettes hygiéniques au tampon pour éviter les infections. Vous saignez tellement qu'au lieu d'utiliser des culottes normales, vous pouvez utiliser des culottes jetables. Et moi pour ma part j'avais vu ça sur internet. J'ai carrément utilisé des culottes de fuite urinaire. C'était beaucoup plus pratique comme ça. Deuxième aspect du postpartum, l'allaitement. Alors allaiter son bébé, ça a l'air plutôt bête et simple vu de l'extérieur. Surtout que le bébé il naît avec un réflexe de succion. Il n'a pas besoin d'apprendre à téter. Mais il se peut que vous rencontriez quelques soucis au moment des premières mises au sein. Vous n'aimerez peut-être pas la sensation de votre bébé qui prend votre sein dans sa bouche. Peut-être que vous ne produirez pas assez de lait et qu'il faudra alterner avec les biberons. Et ça peut être difficile pour vous émotionnellement si vous souhaitiez exclusivement allaiter votre bébé. Et si votre bébé a une mauvaise prise, ça peut même vous blesser et devenir douloureux. Ce sont quelques raisons non exhaustives qui peuvent vous pousser à arrêter l'allaitement plus tôt que prévu et vous faire culpabiliser. Moi pour ma part, j'ai eu des difficultés d'allaitement les premières semaines parce que mon bébé est né avec un frein de langue. Je vous laisse aller chercher sur internet, je vais pas vous mettre de photos parce que ça peut un peu vous surprendre. Donc elle avait un fil sous la langue qui retenait sa langue en arrière. Du coup, la pauvre, elle avait du mal à téter, elle se rassasiait pas, elle se fatiguait au sein et elle forçait tellement avec ses gencives qu'elle a fini par me faire des crevasses. Ça aussi, je voulais chercher sur Google. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, l'allaitement, ça faisait tellement mal que je m'en tordais les orteils. C'était horrible. J'avais beau mettre du baume pour soulager mes mamelons, ça ne passait pas. Heureusement qu'à la maternité, il y a quand même 2 personnes qui ont remarqué qu'elle avait un frein de langue. La première, c'est la pédiatre qui nous a juste conseillé de surveiller. La deuxième personne, c'est une auxiliaire de puériculture qui était justement passée plusieurs fois pour m'aider avec l'allaitement parce que j'ai appelé la nurserie parce que ma fille ne voulait pas téter, elle n'arrivait pas. Du coup, elle m'a conseillé des bouts de sein en silicone et du coup, la petite, quand elle aspire, mon mamelon va prendre la forme du bout de sein. Le lait va se concentrer dans l'embout et elle en aura beaucoup plus qu'elle arrive à en aspirer d'elle-même. De mon côté, ça m'a permis de cicatriser parce qu'elle ne tétait pas directement sur mon sein et en plus, comme le lait maternel a des vertus cicatrisantes, ça a permis à mon mamelon de guérir. La troisième personne qui a vu que mon bébé avait un frein de langue, c'est la sage-femme qui vient nous rendre visite après l'accouchement. Elle, par contre, elle nous a conseillé d'aller voir un spécialiste pour aller le couper, donc un pédiatre ORL, et ça nous a rassuré parce que la petite nous faisait grave de la peine et on se sentait complètement impuissant. Du coup, 15 jours après sa naissance, on a pu aller le faire couper. C'était très rapide, sans anesthésie locale, il l'a coupé avec des petits ciseaux et les bébés ne sentent rien parce que c'est une zone très fine. Mais le plus tôt on le fait, le mieux c'est. D'ailleurs, si on laisse traîner un frein de langue, ça peut causer des troubles orthophoniques, notamment le zozotement. Donc après avoir coupé son frein de langue, j'ai alterné entre le bout de sein et la tétée normale pour la réhabituer au sein et au bout de quelques jours, j'ai pu complètement m'en débarrasser. Troisième aspect du postpartum, la chute d'hormones. Toutes les hormones qui se sont déclenchées pendant la grossesse et qui ont été à l'origine de tel ou tel symptôme plus ou moins désagréables, mais qui sont aussi responsables de la beauté et de la force de vos ongles et de vos cheveux pendant la grossesse, et ben tout ça, ça vous dit ciao ciao, bye bye une fois que vous avez accouché. C'est instantané. Aussitôt j'ai accouché, aussitôt mes ongles ont commencé à se casser. J'ai jamais eu des ongles en aussi mauvais état de toute ma vie. C'était dégueulasse. J'avais beau couper pour les égaliser et tout ça, ça repoussait toujours des ordres. Mais une fois que j'ai récupéré des ongles à peu près normaux, qu'est-ce qui a pris le relais? Les cheveux. Ça s'est vraiment dégarni là, à l'avant de ma tête. J'ai 2 gros trous. Aujourd'hui, ça a un peu repoussé. J'ai des baby hairs dans ces zones-là maintenant. Mais quand je me démêle les cheveux avant chaque shampoing, je perds encore quand même des touffes incroyables. J'ai jamais perdu autant de cheveux de ma vie en les peignant. C'est trop. Vous pouvez faire des cures, des trucs comme ça, des compléments alimentaires si vous voulez. Moi, j'ai la flemme. Je vais attendre quoi. Ça va repousser. Le manque de sommeil et les nuits blanches. Alors là, je vais rentrer dans les sujets un peu durs et qui ont pour ma part été les plus difficiles à gérer. Pourquoi est-ce que bébé ne fait pas ses nuits les premières semaines de sa vie? Et ben, pendant votre grossesse, à partir du moment où vous allez pouvoir sentir votre bébé bouger, vous allez remarquer que votre bébé est plutôt calme en journée parce qu'il est bercé par vos mouvements et vos activités et que quand vous vous reposez le soir, il va sentir qu'il a quartier libre et c'est là qu'il va se mettre en mouvement. Et quand vous mettez votre bébé au monde, il conserve le rythme qu'il avait dans le ventre. Donc
plutôt calme en journée et bien agité le soir. Pendant les premières semaines de sa vie, c'est impossible pour lui de faire la différence entre le jour et la nuit. Il a aucune notion du jour et la nuit, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et vos nuits blanches, elles commencent à la maternité. Moi, j'ai accouché à 23h54, on est descendu dans la chambre vers 3h, 4h du mat, j'ai essayé de manger un petit peu. Quand j'ai voulu me coucher vers 5-6h, elle s'est réveillée en pleurant. Après, il y a une auxiliaire qui vient prendre mes constantes. 7h du matin, il commence à faire jour. Il y a les bébés des autres chambres qui pleurent, il y a des travaux dans la rue, on t'apporte le petit déjeuner à 8h. Bref, les premières 24 heures, je n'ai pas dormi. Par contre, dans la journée, elle s'est apaisée et elle a quasiment pas ouvert les yeux. Elle a fait que dormir. Moi, je me suis dit, c'est cool. Si elle est calme là, c'est qu'elle sera cool le soir aussi. Tu parles. En début de soirée, il y a une auxiliaire qui vient me voir et qui me demande comment s'est passée la journée. Je lui dis que ça a plutôt été, elle a été calme et que voilà, je pense que ça va être pareil le soir. M'a stoppé direct. Elle m'a dit, votre bébé là, il a le même rythme qu'il avait dans votre ventre. Donc si elle a été calme toute la journée, attendez-vous à ce qu'elle vous garde éveillée cette nuit. Et ben, ça n'a pas loupé. Au moment où est-ce que moi j'ai voulu me coucher le soir, c'est là que elle s'est réveillée et j'ai bataillé toute la nuit parce qu'elle ne voulait pas dormir dans son berceau. Il y a une auxiliaire qui est passée dans la nuit et qui m'a dit n'hésitez pas à la garder contre vous. Elle a eu l'habitude d'être toute compressée pendant 9 mois dans le ventre et là d'un coup elle se retrouve toute seule. C'est comme ça, elle était dans le vide, elle n'est pas rassurée. Donc n'hésitez pas à la prendre contre vous. Donc vers 1h, 2h du matin, je l'ai prise comme ça, on a dormi un peu. Et vers 6h, il y a une auxiliaire qui est passée encore et celle-ci elle m'a dit n'hésitez pas à l'emmailloter avec un vêtement qui porte votre odeur. Là encore, c'est pour reproduire la sensation de compression dans l'utérus pour la rassurer. Et effectivement, ça a bien marché. Pendant ces 2-3 nuits à la maternité, j'ai dit à mon mari, fais bien des réserves de sommeil parce que quand on va rentrer, t'es pas prêt. Et effectivement, quand on est rentré, il a dégusté. Parce que clairement, la petite, elle se réveillait toutes les 2 heures en pleurant. Et quand on réussissait à l'endormir, on avait à peine le temps de retrouver le sommeil qu'elle s'était déjà réveillée. C'est épuisant. Si vous n'avez pas d'enfant et que comme vous êtes là, études, travail, peu importe ce que vous faites, vous pensez que vous êtes fatigué, je vous promets que vous avez jamais goûté à la vraie fatigue tant que vous n'avez pas de nouveau-né chez vous. Donc pour ma part, j'ai plutôt bien géré la première nuit à la maison, ça a été plutôt déstabilisant pour mon mari, mais celle d'après, j'ai complètement perdu mes moyens et j'ai pleuré. Je saurais pas mettre de mots sur ce sentiment de tu as nourri ton bébé, sa couche est propre, il a peut-être des coliques et t'arrives pas à le soulager, mais bref, en gros, tu comprends pas ce qui ne va pas avec ton bébé et surtout, tu n'arrives pas à le calmer. C'est très déstabilisant et c'est un crève-cœur de l'avoir pleuré comme ça sans être capable de la calmer. Le soir d'après, ça a été, mais le sursoir d'après, j'ai encore pleuré et c'était comme ça un soir sur 2. J'étais tellement désemparée que soit je la donnais à son père et je leur tournais le dos, soit je la laissais à son père et j'allais pleurer dans la salle de bain, mais à chaudes larmes quoi, comme si j'avais fait une bêtise. Et à force de cumuler des dettes de sommeil, on était tellement fatigués tous les deux que des fois on se chamaillait sur est-ce qu'on la laisse pleurer, est-ce qu'on la laisse pas pleurer, est-ce que je la prends, est-ce que c'est toi qui la prends, est-ce que je lui donne le sein, est-ce que je lui donne pas le sein, est-ce que je change la couche, est-ce que je change pas la couche, la cata. En plus de ça, je passais mes journées enfermées dans le noir avec le bébé parce que je cherchais à tout prix à rattraper ma dette de sommeil. J'avais zéro appétit, je sautais le petit déjeuner et une fois que j'avais trop faim dans l'après-midi, je mangeais, mais c'était la seule fois où je mangeais et c'était en petite quantité parce que l'appétit était down. Et ensuite, je retournais me terrer dans ma chambre jusqu'au lendemain après-midi. Et d'ailleurs, à ce stade-là, je redoutais le soir en fait. La nuit était devenue un moment anxiogène parce que je savais que ça allait être la guerre. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à trouver ça bizarre que je me comporte de cette manière et que je ressente ce genre de choses. J'ai enfin mon bébé, je suis censée être dans la joie. Pourquoi je ressens toutes ces émotions? Et en faisant des recherches, j'ai compris que j'étais en train de faire un baby blues. Le baby blues. J'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas que c'était comme ça en fait. Les symptômes du baby blues, c'est l'irritabilité, la sensibilité, l'anxiété, la vulnérabilité, la perte d'appétit, saute d'humeur et ça vient très vite quoi. Ça se manifeste dans les 2-3 premiers jours après la naissance de votre bébé. Si au-delà de 15 jours, en plus de ces émotions-là, vous commencez à avoir des idées noires, comme si vous vouliez faire du mal à votre bébé ou à vous-même, là, il faut consulter un professionnel de santé, un psychologue, parce que vous pourriez être en train de glisser vers la dépression postpartum. Et là, ça devient dangereux pour votre bébé et pour vous. Pour ma part, j'ai commencé à me sentir mieux dès que j'ai identifié mon problème. Mais j'étais déjà à quasiment 10 jours de baby blues et ça a duré encore quelques jours. C'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi des fois on peut entendre des faits divers de bébés secoués, de bébés qui ont été battus, des bébés qui ont été jetés par la fenêtre parce que certainement le ou les parents se sont retrouvés dans une situation de détresse extrême et ils se sont déchargés sur leur bébé. Alors qu'en fait, le bébé, il est aussi en détresse que pour les parents parce que lui aussi, il a changé d'environnement du jour au lendemain. Il était dans un environnement chaud, noir et liquide. Il se retrouve d'un coup dans un environnement sec, lumineux et froid. L'accouchement, c'est un traumatisme aussi pour le bébé. Et c'est aussi là que j'ai compris en fait pourquoi dans notre culture africaine, surtout, une femme quand elle vient d'accoucher, elle va un certain temps chez ses parents ou sa maman vient chez elle un certain temps pour l'aider. Je croyais que c'était juste culturel, que c'est un truc comme ça qui se fait, mais j'ai compris que en fait, toute seule,
seule, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Franchement, les mamans célibataires ou les femmes qui n'ont personne sur qui compter, je ne sais pas comment elles font. C'est une charge émotionnelle et physique tellement intense. Pendant ces premières semaines-là, tu ne peux pas te soucier de qu'est-ce qu'on va faire à manger. Je dois faire à manger, je dois faire le ménage et ceci et cela. Tu ne peux pas. Tu dois simplement récupérer en fait, physiquement et émotionnellement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne portez pas cette charge toute seule. Si vous avez un conjoint, appuyez-vous sur votre conjoint. Si vous n'avez pas de conjoint, appuyez-vous sur votre maman. Si vous n'avez pas de maman, appuyez-vous sur une tante. Si vous n'avez pas de tante, appuyez-vous sur une sœur. Si vous n'avez pas de sœur, appuyez-vous sur une amie. Si vous n'avez pas d'amis, appuyez-vous sur la voisine. Si vous n'avez pas de voisine, allez voir la boulangère. Peu importe qui, mais ne supportez pas ça toute seule dans votre coin, vous risquez de vous écrouler. Voilà. Et sur une note moins sérieuse, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai été constipée pendant 3 mois avec des hémorroïdes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de savoir un peu à quoi vous attendre dans les premières semaines après votre accouchement, histoire d'amortir un peu le choc psychologique et physique. Moi, je suis disponible pour vous en commentaire. Encore une fois, si je peux vous répondre, je réponds. Si je n'ai pas la réponse, les mamans qui passent par là, n'hésitez pas à partager votre expérience. Toujours dans l'amour et la bienveillance. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.